Salut Laetitia. Salut Benjamin. Donc on est dans le cadre de Trees on the Way, un projet de tour du monde en vélo à la rencontre des entrepreneurs à impact. Donc aujourd'hui on est dans tes bureaux à Paris, Oui. Pas loin de la Tour Eiffel. Tout à fait. Et donc on va essayer donc on a 50 minutes ensemble et pour que tu nous racontes un petit peu ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux te présenter peut-être et nous décrire un petit peu Gandhi? Je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi. Gandhi, c'est une plateforme Solidarité as a Service. On a voulu rendre l'engagement solidaire accessible à tous les citoyens et à toutes les entreprises. Donc notre raison d'être, c'est d'embarquer tout le monde dans le don et de le rendre viral. Donc c'est un projet qui a été lancé en janvier 2019, donc il y a bientôt 4 ans, mais qui a été en réalité créé quand j'avais 6 ans. Donc ça remonte un peu plus. En fait, quand j'avais 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants, parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire qu'à des personnes pauvres dans l'école. Et donc au début, je donnais mes repas. Tu étais à quel endroit? J'étais dans le sud de la France, à Carrosse, pour ne pas nommer la ville. Pas très loin de Nice. Pas très loin de Nice, absolument. Et donc du coup, j'étais agacée par ça, et au début, je donnais mes repas, parce que je me disais, c'est pas juste. Et puis au bout d'un moment, j'ai crevé de faim. J'en ai eu marre et donc j'ai fait la révolution à la cantine, bataille de purée et tout ça. Et donc la maman du fils du maire m'a attrait en justice. Donc je me suis retrouvée à Grasse, dans le bureau du juge, avec mon papa et ma maman de chaque côté. Et donc j'étais là complètement tétanisée. Et le juge m'a sermonné en me disant « Mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même ». Et donc là je me dis que ma carrière de justicière était fichue. Mais en quittant son bureau, il m'a murmuré à l'oreille « Mais vous avez eu raison ». Et donc du coup, c'est comme ça que je suis devenue avocat. Et donc ça a créé ce besoin de justice dès le départ. Et puis voilà, il y a plein d'histoires dans l'histoire, mais au fil de l'eau, je me suis rendu compte que j'aurais été l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité. Parce que quand les gens venaient pour divorcer, moi je les réconciliais. Et donc du coup, c'était pas malin. Et finalement, du coup, j'ai changé complètement de paradigme. J'ai décidé de bosser dans la finance, enfin avocat dans le droit financier, puis directrice juridique d'un groupe d'asset management, où moi je me suis dit, bon, je pourrais faire du bien à côté, mais mon métier, j'arrête de m'auto-arnaquer toute seule avec mon métier, quoi. Et tu n'avais pas des parents qui étaient avocats ou dans le droit du tout, quoi? Du tout. Ouais. J'ai des parents entrepreneurs dans le front industriel. Donc, les deux entrepreneurs? Non, papa seulement et maman qui l'aide aussi. Quand même le familial qui est entrepreneur aussi, et du coup ça crée, donc c'est intéressant. C'est clairement, en tout cas pour moi, ça a été mon père a été vraiment un modèle aussi d'entrepreneur, qui était déjà un entrepreneur social, non pas parce qu'il faisait en termes d'impact, puisqu'il faisait du front industriel, donc c'était pas forcément une société à impact en soi, mais qui, dans la manière de traiter ses collaborateurs, ses parties prenantes, etc., était déjà très engagé dans une forme de justice sociale. Et du coup, ça a été même assez compliqué, puisque j'ai vécu aussi l'envers du décor de ça, où tu n'as pas toujours le remerciement qui va avec. Et ça a été assez difficile aussi comme leçon à prendre, mais aussi une très belle leçon, parce que quand on apprend ça quand on est jeune, ça structure et ça crée des fondements. Comment l'idée de Gandhi, donc cette plateforme que tu vas nous décrire, t'es venue? Alors, il s'avère que dans cet intermède, j'ai aussi une carrière de peintre, une carrière d'écrivain, et j'avais créé une association qui s'appelait Le Provocateur de Sourire, qui est un magazine exclusivement de bonnes nouvelles. Et donc en parallèle de mon métier de juriste, j'avais du coup beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Et du coup, dans ce cadre-là, où j'avais ce monde-là sur les réseaux sociaux, pour mes 40 ans, j'ai dit, écoutez, j'ai 40 ans, si au lieu de me faire un cadeau, si vous voulez me rendre heureuse, faites du bien au monde. Et donc j'ai appelé ça le Birthday Project. Et donc des gens sur Facebook à l'époque m'ont dit génial, moi j'ai aidé le SDF en bas de ma rue, moi j'ai planté des arbres, moi je suis allée aider la vieille dame dans mon immeuble, j'ai aidé une association. Et donc tous ces gens que je ne connaissais pas ont fait des trucs super géniaux pour mon anniversaire. Et j'ai eu aussi plein de remontées
d'informations en disant moi j'ai donné une association mais je ne sais pas où va l'argent, c'est génial mais ton anniversaire nous a donné l'occasion de le faire parce qu'on a toujours envie de donner mais on ne sait pas quand. Et donc j'ai eu plein de remontées d'infos et je me dis mais il y a une idée derrière tout ça. Donc je vais créer en fait ce qui à l'époque aurait été le litchi de la générosité, parce qu'il y avait ces systèmes de cagnotte qui existaient, mais il n'y avait pas de traçabilité, c'était pas destiné aux associations. Et donc je me suis dit on va créer ça parce qu'il y a un manque et on va le faire au profit d'associations, comme ça on sait exactement où va l'argent, d'associations sélectionnées. Donc nous, on choisit des associations de confiance où on sait qu'elles sont bien gérées, qu'elles font attention à l'argent qui leur est confié. Et surtout, on va travailler avec des associations dans tous les secteurs pour que chacun puisse y trouver son compte, que ce soit l'environnement, la santé, le droit des femmes, les enfants, les animaux, enfin voilà, des associations de tout type. Et à quel moment tu as senti que de l'idée, justement, tu t'es dit, allez, là maintenant, ça va devenir mon activité. Et du coup, tu as mis tout en place, peut-être arrêter ta précédente activité. À quel moment est-ce que tu as senti un déclic ou ça s'est fait de manière très naturelle? Alors ça s'est fait par un accident de vie et de tout court, puisque j'ai eu un très grave accident de voiture où j'étais dans le coma et ça a été très très difficile. Et ça a été un peu le social calling en fait, de dire voilà, j'ai failli mourir, où j'en suis dans ma vie. J'aimais beaucoup l'entreprise pour laquelle je travaillais et j'étais avec des gens super, mais j'avais vraiment fait le tour et j'avais envie d'avoir un métier qui impacte le monde. Donc ça a été une décision difficile puisque j'avais une situation relativement confortable et voilà. Et donc j'ai tout lâché, sans filet, en me disant ok, j'ai envie de créer quelque chose, de faire du bien au monde. C'était un peu le haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être utile, savoir qu'on fait du bien, c'est ce qui rend le plus heureux. Et donc j'avais envie de contribuer, même si c'était difficile de prendre cette décision. Pour des gens qui n'arrivent pas à faire ce saut que tu as décrit, est-ce que tu penses que ça doit toujours passer par un social calling, justement, ou ça doit parfois... comment essayer de se lancer? Est-ce que tu conseilles du coup d'être accompagné au début? Est-ce que tu conseilles de se lancer puis de voir, ou de faire d'abord un plan pendant qu'on est salarié, vraiment un business plan, de travailler tout son projet en amont? Alors, je pense que les trois possibilités se valent et ça dépend des personnalités. Moi, je suis plutôt, tu vois, je suis devenue peintre parce que j'ai décidé d'être peintre aussi, écrivain, enfin, je suis une goûteuse de vie. Donc moi, j'aime créer, j'aime entreprendre, j'aime prendre des risques et donc c'était peut-être plus facile pour moi de prendre des risques, mais j'ai fait l'erreur justement de ne pas assez m'entourer, de peut-être pas avoir la conscience que effectivement, pendant un an, j'ai continué à travailler, j'ai créé le projet. À l'époque, j'avais été nommée CEO de la boîte au Luxembourg. Donc, je devais faire des voyages, créer une boîte et c'est extrêmement prétentieux de ma part d'avoir cru que je pouvais à la fois diriger une boîte de finance et créer une start-up. Et en tout cas, à un moment donné, je me suis épuisée, surtout après un accident de voiture. Donc, je pense qu'en réalité, la bonne formule, c'est peut-être un équilibre dans les trois. Il faut avoir une mesure de risque et en tout cas un petit peu le goût du risque, ça c'est sûr. Faut pas, si on veut être sans risque, il faut rester salarié. Parce que, et surtout, c'est pas un social calling qu'il faut avoir, c'est la passion sur ce qu'on veut faire. Parce qu'aujourd'hui, on galvanise beaucoup l'entrepreneuriat. Et on ne galvanise pas assez la difficulté d'entreprendre, le fait que finalement on n'a pas forcément aussi rapidement un retour sur investissement qu'on le croirait, que ça prend toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Et pas du tout pour juguler les volontés de le faire, mais en tout cas d'avoir la conscience que tu peux avoir la meilleure idée du monde et qu'elle peut prendre du temps à plaire. Donc il faut se faire accompagner, ça c'est une super idée parce qu'en plus il y a plein de dispositifs qui, même financièrement, aident. Même au début. Pour structurer l'idée. Pour structurer l'idée, il y a des pépinières, il y a des gens, des mentors aussi, il y a plein aussi d'associations qui aident les jeunes entrepreneurs. Nous, on travaille avec des associations qui sont sur l'entrepreneuriat pour les jeunes qui ont envie de se lancer, qui leur mettent à disposition des mentors, ou pas jeunes d'ailleurs, c'est pas que pour les jeunes, c'est vraiment accessible à tout le monde, même un changement de carrière, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller taper aux portes, pas hésiter à demander conseil, avoir le goût du risque, mais surtout avoir la passion pour ce qu'on fait. Tu es plus partisane en fait de l'idée de se former avant, donc de faire un plan avant et ensuite de se lancer, parce qu'il y a souvent des entrepreneurs, on dit
c'est comme un avion sur la descente. Il faut construire l'avion en fait, pendant qu'il descend. Et du coup, en se formant au fil de l'eau, au fil des rencontres, au fil des activités, on construit un peu son business. Mais est-ce que du coup, toi, tu dis que c'est pas forcément... ça peut être intéressant, mais il y a quand même une base à avoir avant, un plan à faire avant. En tout cas, moi je le préconise, puisque en tout cas c'est mon regret. Je veux dire, bien sûr que j'ai fait ça, mais au lieu d'aller du point A au point B, j'ai fait des zigzags. Oui, c'est ça. Et donc du coup j'ai perdu du temps. Donc s'il y a une chance de pouvoir se former avant, parce que comme je disais, après on ne cesse jamais de toute manière, l'avion il est tout le temps en construction, et donc avant d'atterrir, c'est peut-être un moment de revente ou tout ça, mais le temps il est très long avant d'atterrir. Donc l'avion il est plutôt non pas en train d'atterrir mais en train de décoller, et tu ne sais pas jusqu'où il ira et quelle est sa distance. Donc bien sûr qu'il faut apprendre tout du long du parcours. On rentre un peu plus en détail dans le modèle économique. Donc ta création de valeur, c'est de mettre les entreprises en lien avec les associations. Et quel est le lien du coup sur le plan de l'impact en fait par rapport à cette proposition de valeur? La proposition de valeur, elle est protéiniforme. D'abord, effectivement, il y a 1 300 000 associations en France. Donc quand une entreprise veut aider une association, trouver l'association qui va correspondre à son métier, à ses valeurs, à son ancrage territorial, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, on a fait déjà ce travail de présélection pour déjà se trouver des assos de qualité. Deuxième étage de la fusée, c'est qu'on va justement, en fonction du métier, des valeurs de l'entreprise et de son ADN, lui préconiser des associations qui vont lui correspondre. Donc ça, c'est le premier étage. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais te décrire la grande offre Gandhi. On va présélectionner 4 associations et on va faire voter les collaborateurs et les clients de l'entreprise pour l'association qu'ils veulent que l'entreprise soutienne. Donc là, c'est une façon aussi d'impliquer les parties prenantes dès le choix de l'association. Une fois l'association choisie, on va créer une page de collecte de dons où l'entreprise va faire le don qu'elle s'est engagée à faire à l'association, mais elle va aussi pouvoir inviter ses collaborateurs à donner, ses clients à donner, ses fournisseurs à donner, et mettre en place plein de systèmes de dons. Par exemple, on a des clients qui ont mis en place, chaque nouveau collaborateur accueilli dans l'entreprise, 50 € de dons faits à l'association. On a des clients qui ont mis en place le don sur questionnaire, par exemple. Chaque questionnaire satisfaction rempli ou avis Google donné, 1 € donné à l'association. Et donc, on a plein de mécanismes pour que l'entreprise et son écosystème puissent donner. Et ensuite, notre proposition de valeur supplémentaire, c'est qu'on accompagne dans la communication. Donc moi j'aimerais plus qu'on parle maintenant de la situation qui est assez, on va dire, urgente, de la situation environnementale et sociale. On disait justement que dans la conférence qui est passée il n'y a pas longtemps, qu'on a dépassé bientôt la 6e limite planétaire, que le dernier rapport du GIEC nous dit effectivement que c'est l'humain qui est bien responsable du réchauffement climatique. Moi, je voulais avoir un petit peu ton avis sur ça. Alors, c'est vrai que c'est très dur parce que justement, ayant plus de 100 associations partenaires, et dans tous les secteurs, donc comme je disais, la santé, l'environnement, l'enfance, etc., les guerres, l'urgence humanitaire, l'urgence solidaire, etc., c'est parfois extrêmement difficile parce que humainement, tu te prends ce qui se fait de pire dans le monde et les êtres humains tous les jours. Donc il faut avoir les reins super, super solides. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour ça aussi que je focalise sur mon objectif. C'est parce qu'on est une entreprise d'impact qu'on est rentable. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, si on veut attirer des talents, et ben aujourd'hui, les talents c'est le chiffre d'affaires à la fin de la journée, et vous n'aurez plus de collaborateurs si vous ne le faites pas. Qu'il a été démontré encore récemment que les entreprises qui mettent de l'impact dans ce qu'ils font surperforment de 17% celles qui ne le font pas. Donc c'est non seulement c'est vertueux pour l'écosystème, le monde, l'environnement, le social, mais c'est en plus nécessaire en termes de business parce que c'est une attente de plus en plus prégnante des jeunes et du monde, tout simplement. Deux dernières questions. La première, ce serait si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous regarde, ou à un dirigeant, ou à un entrepreneur qui veut se lancer. La passion. Passion. Trouve ce qui... Je ne sais plus si c'est Confucius là ou Michel Sardou qui disait si tu fais ce que tu aimes, tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Oui. Du coup, si tu avais une personne avec qui tu aimerais dîner, ce serait laquelle? Gandhi. Allez. Un grand merci Laetitia pour ton temps. Merci à toi. On te souhaite bonne continuation avec Gandhi et que toutes les associations qui nous écoutent
puisse en faire partie. Merci infiniment. Et bravo toi pour Trend the Way. Merci Hugo.